Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment sérieux et même brûlant d'actualité, la violence numérique en République démocratique du Congo. Et pour le décrypter, on va s'appuyer sur un outil assez unique et très percutant, une bande dessinée qui s'appelle Déborah. Elle a été créée justement pour sensibiliser, pour alerter. Voilà une question qui frappe, n'est-ce pas? C'est direct, presque brutal, oui, mais c'est vraiment le cœur du problème. Parce que, soyons honnêtes, dans le monde numérique, un geste qui nous paraît totalement anodin, eh bien, il peut avoir des conséquences absolument dévastatrices, et souvent irréversibles. Et en RDC, la réponse est un grand oui. La loi est très claire là-dessus. D'ailleurs, la BD Déborah, ce n'est pas juste une histoire inventée, loin de là. C'est le résultat d'études de terrain très sérieuses qui ont été menées dans les provinces du Kasaï oriental et de l'Omami. C'est un véritable outil pédagogique, pensé pour les adultes, pour montrer les risques, qui sont bien réels, et les sanctions pénales, qui sont très lourdes. C'est donc cette BD qui va être notre fil rouge. Alors, pour commencer, mettons des mots sur le problème. C'est essentiel pour bien le comprendre. On va donc voir ensemble quelles sont les formes les plus courantes de cette violence numérique, celles qui ont été identifiées sur le terrain en RDC. La première, et c'est l'une des plus insidieuses, c'est la sextorsion. C'est un mot qu'on entend de plus en plus, malheureusement. En gros, c'est un chantage. L'agresseur utilise l'intimité de sa victime comme une arme pour lui soutirer de l'argent ou des faveurs sexuelles. Et pour que ce soit bien concret, la BD nous donne des scénarios tirés de faits réels. Par exemple celui-ci. Un patron qui abuse de sa position. Il envoie une photo de lui, très explicite, à sa secrétaire, et juste après, il va la voir pour, je cite, « négocier une sortie ». On voit bien ici la dynamique de pouvoir toxique qui s'installe, et comment le numérique devient un outil de harcèlement hiérarchique. Autre cas de figure tout aussi terrible. Là, la violence vient de l'intérieur, du cercle de confiance. Imaginez, une étudiante qui filme sa propre colocataire à son insu, alors qu'elle est nue, et qui balance la vidéo sur les réseaux. C'est une trahison totale. On parle souvent de revenge porn, même si ce n'est pas toujours une vengeance. Mais les conséquences psychologiques pour la victime sont, dans tous les cas, absolument traumatisantes. Et la liste, malheureusement, ne s'arrête pas là. Ça fait froid dans le dos. Mais il y a aussi le voyeurisme numérique. Des gens filmés dans des douches de fortune, par exemple. Le vol de données par un réparateur de téléphone à qui on a fait confiance. Ou encore l'usurpation d'identité pour humilier. Bref, chaque ligne ici, c'est une attaque directe, une violation grave de la dignité de la personne. Bon, face à tout ça, que dit la loi? C'est la question essentielle. Et il faut que ce soit très clair. On n'est pas du tout dans une zone grise. Ce ne sont pas juste des mauvaises blagues, ce sont des crimes. Le législateur congolais a prévu tout un arsenal juridique pour les punir sévèrement. Regardez ce chiffre. 5 à 15 ans. C'est énorme. Et ça concerne toute forme de pornographie infantile. Là-dessus, la loi est absolument intransigeante. Que ce soit produire, diffuser ou même simplement posséder une image de ce type, c'est une infraction gravissime, passible de 15 ans de prison. Et même quand il s'agit d'adultes, attention, les peines sont très lourdes aussi. Le partage d'images intimes sans accord, c'est considéré comme un outrage public à la pudeur, et ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Le message de la loi est limpide. Le consentement, ce n'est pas négociable, c'est une obligation. Et ce n'est pas tout. En plus de la prison, il y a l'aspect financier. Et là aussi, ça fait mal. Jusqu'à 10 millions de francs congolais d'amende pour du harcèlement en ligne qui bousille la réputation de quelqu'un. Ça représente plusieurs milliers de dollars. C'est une somme énorme qui montre bien que la justice prend ça très, très au sérieux. Ce tableau y résume bien tout ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que plusieurs lois peuvent s'appliquer en même temps pour un seul acte. Par exemple, si quelqu'un diffuse une sextape, il peut être poursuivi à la fois pour atteinte à la pudeur et pour violation de la vie privée. Ça montre que le cadre légal est vraiment solide. Le point à retenir, c'est que la loi a de quoi faire. Alors, évidemment, quand on subit ça, on peut se sentir complètement démunie, impuissante. Mais, et c'est très important, il y a des choses à faire. Il existe des stratégies pour se défendre, pour se reconstruire. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, avec des conseils très concrets, tout droit sortis de la BD Déborah. Voilà le plan d'action en 4 étapes clés. D'abord, et c'est la base, prendre soin de soi. Ça veut dire se déconnecter, souffler et surtout se répéter en boucle que ce n'est pas de sa faute. La culpabilité, c'est le piège. Deuxièmement, l'autodéfense verbale, dire stop clairement ou bloquer la personne. Troisièmement, et c'est crucial pour la suite, collecter des preuves. Et enfin, 4e étape, ne pas rester seul, chercher de l'aide. Alors, comment on fait pour collecter des preuves? C'est un peu technique, mais c'est vital. On fait des captures d'écran de tout. Messages, images, liens. On note qui a vu,
Qui a partagé? Et surtout, on sauvegarde tout ça sur un appareil que l'agresseur ne peut pas atteindre. Il y a même des outils comme Stop NCI. C'est assez génial. Ça crée une sorte d'empreinte numérique de l'image et ça empêche qu'elle soit repartagée sur les grandes plateformes sans même avoir à envoyer l'image. Et pour chercher de l'aide, vers qui se tourner? D'abord, le cercle proche, les amis, la famille. Mais attention, des personnes de confiance qui ne jugeront pas. Ensuite, il y a les professionnels, des services d'aide pour un soutien psychologique ou juridique. Et bien sûr, la police pour porter plainte. Si ça se passe au travail, il y a aussi les conseillers en prévention. Le plus important, c'est de comprendre que demander de l'aide, c'est une force, pas une faiblesse. Personne ne doit traverser ça en solitaire. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une conclusion importante. La lutte contre ces violences, ce n'est pas que l'affaire des victimes ou de la justice. Non, c'est notre affaire à tous. C'est une responsabilité collective. C'est vraiment le message clé de la BD Déborah. Sur Internet, on a tous un rôle. On peut être auteur de violence, on peut en être victime, ou on peut faire partie de la solution. Personne n'est juste un spectateur passif. Un partage, un like, un commentaire, ou au contraire un signalement, un message de soutien à la victime, chaque clic nous positionne. Le choix nous revient. On termine donc avec cette question qui s'adresse à chacun d'entre nous. Maintenant qu'on connaît mieux les risques et qu'on sait ce que dit la loi, qu'est-ce qu'on fait, concrètement? Ça peut être éduquer son entourage, ne jamais relayer un contenu humiliant, ou soutenir activement une victime si on est témoin. Bâtir un Internet plus sûr, plus respectueux, c'est vraiment un projet collectif. Alors, quelle sera notre pierre à l'édifice?